La semaine dernière, pour le CM numéro 1, nous avons parlé des finalités éducatives. Et je vous avais mentionné le fait que les finalités étaient à concevoir selon une organisation hiérarchisée qui allait effectivement des finalités jusqu'aux objectifs de l'enseignant. Aujourd'hui, on va parler de la citoyenneté et de la santé, et je vais vous montrer comment ces deux objectifs que l'on rencontre souvent dans les projets d'établissement, mais également au niveau des textes qui encadrent l'école, peuvent être déclinés et opérationnalisés en EPS. Alors je vais démarrer par la question de la citoyenneté, mais avant je voudrais vous rappeler que lorsque vous avez des questions à poser sur des diapositives ou sur des éléments qui ne vous paraissent pas très clairs, n'hésitez pas à poser ces questions sur le forum présent sur Spiral. Lorsqu'on traite d'un sujet, il est important de le contextualiser. Ici, la contextualisation va également montrer que la finalité de citoyenneté se retrouve à différents niveaux, au niveau de l'école et également au niveau de l'EPS. Au niveau de l'école, tout d'abord, la loi d'orientation du 10 juillet 1989 précise que les élèves, en tant que bénéficiaires du service public de l'enseignement scolaire, ont des droits et des devoirs. L'exercice de ces droits et de ces devoirs constitue un apprentissage de la citoyenneté. La loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école du 23 avril 2005 stipule par ailleurs qu'outre la transmission des connaissances, la nation fixe pour mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Parallèlement, la mission du professeur, qui est un texte qui date du 23 mai 1997, précise que l'enseignant se doit de faire comprendre aux élèves le sens et la portée des valeurs qui sont à la base de nos institutions et de les préparer au plein exercice de la citoyenneté. Si l'on va un peu plus loin, le décret du 11 juillet 2006 précise les 7 compétences auxquelles contribuent toutes les disciplines. Ces 7 compétences sont regroupées dans ce qu'on appelle le socle commun. Et lorsqu'on regarde les compétences 5, 6 et 7, c'est-à-dire l'accès à une culture humaniste, le développement des compétences sociales et civiques, l'autonomie et l'initiative, on voit bien que l'ensemble des disciplines doit contribuer au développement de la citoyenneté. On retrouve également dans les textes qui encadrent l'EPS des références à la citoyenneté. L'école, le collège et le lycée aident à l'appropriation d'une culture physique, sportive et artistique de façon critique, responsable, lucide et citoyenne. Au collège, parallèlement à une compréhension et une intégration progressive de la règle, les élèves apprennent à s'engager dans une démarche de projet, acquièrent des méthodes et prennent des responsabilités. Au lycée, les élèves gagnent en autonomie. D'une manière générale, par l'appropriation du sens et de la nécessité des règles, la capacité à assurer sa sécurité et celle des autres, par l'engagement dans différents rôles sociaux, l'EPS contribue au développement d'une citoyenneté vécue en actes dans les apprentissages de l'EPS. Un deuxième aspect méthodologique après la démarche de contextualisation, lorsqu'on a un sujet, il est important d'apprendre à décliner les termes clés du sujet. Ici, cette notion de citoyenneté, j'ai choisi de la décliner en 3 aspects: la culture, le respect des règles et la solidarité, l'autonomie et la responsabilité. Alors je vais aborder la dimension culturelle de la citoyenneté, et pour cela je vais décliner à nouveau ce terme en 3 sous-catégories: la dimension des APSA, proposer des situations qui font sens, et le développement de techniques sécuritaires. Les APSA peuvent être considérés comme des vecteurs d'intégration sociale. Au travers des programmations, que ce soit dans les offices municipaux des sports ou à l'école, les élèves sont confrontés à différentes compétences propres, à différentes formes de pratiques. Ces formes de pratiques peuvent être réinvesties différemment à l'âge adulte. Yonnet, dans Jeux mots des masses, montre par exemple comment la course à pied, vécue à l'école, peut être investie différemment à l'âge adulte, tantôt comme course de compétition sur stade, tantôt comme trail, tantôt comme jogging. Cette course à pied constitue dans tous les cas un vecteur d'intégration sociale. Un deuxième aspect lié à la culture renvoie au sens des situations. C'est-à-dire qu'en éducation physique, par exemple, on peut proposer des situations qui, a priori,
n'ont pas forcément de référent culturel. Si je prends par exemple le 3 x 500 mètres, il n'existe pas de course de 3 x 500 mètres aux Jeux Olympiques ou au niveau de la Fédération française d'athlée. Pourtant, le 3 x 500, bon, effectivement, ça fait 1500 mètres. Mais il ne représente pas ces 3 x 500 le 1500 mètres, mais il représente les séries vécues par un athlète au cours d'un meeting. Et en proposant cette situation du 3 x 500, l'idée, c'est effectivement que l'élève puisse vivre à son niveau les sensations ressenties par l'athlète de haut niveau pendant une compétition. C'est-à-dire qu'on simule en fait les séries pour permettre à l'élève de vivre effectivement l'activité du sportif de haut niveau tout en aménageant bien évidemment cette activité. Un autre aspect qu'on peut mettre en avant concernant cette dimension culturelle de la citoyenneté, c'est la dimension des techniques sécuritaires. Il existe de nombreuses activités où agir en sécurité en prenant garde à soi mais aussi aux autres constitue un élément important de la pratique. L'EPS se doit de permettre aux élèves d'agir en sécurité. Après la culture, deuxième grand terme qui renvoie à la citoyenneté, c'est la notion de solidarité. Cette solidarité peut être déclinée en trois sous-catégories: la question du respect des règles, la question de la loyauté et la question de l'entraide. Le premier élément donc est celui des respects des règles. Le cadre qui peut être utilisé ici est celui de Meyer et Berton, développé dans leur ouvrage en 1998. Ces auteurs distinguent 5 types de règles: les règles institutionnelles, les règles des jeux sportifs, les règles de sécurité, les règles de groupe et les règles d'apprentissage. Ils avancent qu'il existe différents stades d'appropriation des règles chez les élèves et qu'il existe une logique de contagion entre les différentes règles. C'est-à-dire qu'un élève qui est amené à respecter les règles de sécurité sera aussi amené à respecter davantage les autres types de règles. Pour favoriser cette logique de contagion, deux possibilités s'offrent à l'enseignant: raisonner, discuter avec les élèves, les persuader de l'intérêt de la règle, ou alors sévir et punir. Deux logiques qui sont à discuter en fonction de la nature de la règle transgressée, en fonction de l'âge des élèves, en fonction du moment de l'année. La loyauté renvoie au fair play, au fait que l'élève sache perdre et gagner loyalement. Elle prend tout son sens dans la compétence propre numéro 4 qui renvoie aux activités duel et où le respect de l'adversaire est essentiel. La loyauté contribue à développer une attitude favorable aux apprentissages chez les élèves et permet surtout de maintenir un climat de classe propice au bon déroulement du cours. Le dernier aspect qu'on peut mettre en avant, c'est la notion d'entraide. L'enseignement des APSA offre effectivement des opportunités pour favoriser le travail de groupe, le travail à deux, en dyade symétrique ou dissymétrique, comme le tutorat par exemple. Le dernier aspect renvoyant à la citoyenneté sont les notions d'autonomie et de responsabilité. J'ai décliné ces notions en deux aspects: faire des choix raisonnés, et je vous expliquerai également la notion de dévolution. Par rapport à la question des choix raisonnés, on a l'habitude en éducation physique de mettre les élèves en projet. Francis Berger, en 2010, distingue trois types de projets: les projets d'action, le projet d'apprentissage et le projet d'entraînement. Ces projets se caractérisent d'une part par leur temporalité, c'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins à courte ou à longue échéance, et ils se caractérisent également par le nombre d'indicateurs que doit traiter l'élève pour mener à bien son projet. Pour préciser la notion de dévolution, je me référerai à un auteur qui s'appelle Brousseau et qui a écrit en 1983 que la dévolution peut se définir comme un acte par lequel l'enseignant fait accepter à l'élève la responsabilité de son apprentissage. Et l'enseignant accepte lui-même les conséquences de ce transfert. Passons désormais à la finalité de santé.
Par rapport à ce souci de santé, on peut également faire une contextualisation et on peut dire que le souci de santé constitue un enjeu important dans notre société. Il constitue un enjeu pour l'ensemble des générations, mais aussi surtout pour les adolescents. L'école touche les adolescents et constitue une des institutions qui doit contribuer à l'éducation à la santé. L'éducation physique, de par son rapport au corps, de par la particularité des supports d'enseignement, de par les relations spécifiques entre les élèves et l'enseignant, peut aussi contribuer à cette éducation. En proposant une activité physique régulière, source de bien-être, elle favorise l'acquisition d'habitudes de pratique, nées souvent du plaisir éprouvé, et contribue ainsi à la lutte contre la sédentarité et le surpoids. Le concept de santé peut aussi se décliner. Dans le cadre de l'éducation physique, j'ai choisi de décliner ce terme en sédentarité, prise de risque et mal-être. Le concept de sédentarité peut aussi se décliner en deux sous-catégories. D'une part, le développement des ressources au cours de la scolarité même de l'élève, et d'autre part, la volonté d'amener l'élève à maintenir une pratique physique à l'âge adulte, en développant le goût pour la pratique physique, qui est souvent obtenu par la recherche de plaisir dans la pratique physique. Le développement des ressources, et plus particulièrement des qualités physiques, peut être mis en rapport avec l'âge des élèves. Le tableau présenté par Lambertin en 2000 montre qu'il existe des périodes propices au développement de certaines qualités et que ces périodes doivent être prises en compte dans la planification des activités proposées aux élèves. Le goût pour la pratique physique peut être développé chez les élèves en prenant en compte différentes formes de pratique renvoyant à des sensibilités différentes. Pézelier en 2010 montre par exemple qu'il existe en escalade des formes de motricité différentes. Il existe pour lui une motricité féminine et une motricité masculine. La motricité féminine renvoie essentiellement à une prise d'information sur les pieds, des prises de pieds nombreuses et une pose précise, peu de traction sur les bras, une valorisation de la souplesse, des mouvements statiques et plus de relâchement. La motricité masculine met en avant une motricité du haut du corps prédominante, une prise d'information vers le haut, une pose des pieds moins précise et des mouvements plus dynamiques. Il existe donc des voies qui sont plus propices à la motricité féminine qu'à la motricité masculine. Les dévers, par exemple, renvoient à la motricité masculine, l'escalade en dalle plan incliné relativement fine à la motricité féminine. On retrouve la même distinction au badminton par exemple, où l'on peut avoir des élèves qui sont plus sensibles au jeu fort et d'autres au jeu placé. La prise en compte dans l'enseignement de ces différentes formes de sensibilité peut amener à augmenter chez les élèves le plaisir dans la pratique. Le deuxième aspect concerne la prise de risque et la non-prise de risque chez les adolescents. Cette notion peut se décliner en deux sous-catégories en EPS. D'une part, le respect des règles de sécurité et d'autre part, la mise en projet. Par rapport à cette question de la gestion du risque physique chez les adolescents, on peut repérer en EPS deux contributions qui peuvent être complémentaires. Tout d'abord, Eisenbess et Touchard en 1995 développent l'idée d'une démarche cognitiviste pour amener les élèves à mieux gérer le risque physique. Ils font réfléchir les élèves, les amènent à identifier les facteurs de risque dans une situation. De Lignières également en 1995 met lui en avant le niveau de risque préférentiel des élèves et avance que ce niveau de risque préférentiel est quelque chose qui est profondément ancré chez l'élève. Il développe donc davantage une démarche comportementaliste qui amène les élèves à modifier plus profondément leur attitude dans des situations dangereuses. La prise de risque n'est pas seulement physique, elle peut aussi renvoyer à une prise de risque dans l'apprentissage. Il est donc important que les élèves sachent effectivement mieux gérer cette prise de risque dans l'apprentissage. Deux dimensions peuvent être mises en avant ici. La gestion plus particulièrement liée à l'évaluation qui constitue aussi une prise de risque. Au CM numéro 1, je vous avais parlé d'un outil d'évaluation
qui est le nomogramme. Et lorsque l'élève joue effectivement ou choisit de jouer sur un des deux paramètres ici, il prend un pari, il fait un pari quant à l'amélioration de sa note. Autre phénomène qui peut être mis en avant et qui constitue une prise de risque encore plus importante peut-être pour certains élèves, c'est la présence du groupe dans les apprentissages. Le groupe peut effectivement être stimulant par rapport aux apprentissages, mais peut aussi constituer un frein, et il est difficile parfois en danse de passer seul devant l'ensemble de la classe et de présenter sa chorégraphie. Le dernier aspect que j'aimerais mettre en avant, c'est la lutte contre le mal-être chez les adolescents. Ce terme peut se décliner en trois catégories: le développement de l'identité de l'adolescent au travers de la culture, la question de la dynamique de groupe et du climat de classe. Lutter contre le mal-être, c'est peut-être amener l'élève à s'affirmer davantage, à construire son identité. La construction de l'identité s'inscrit de toute façon dans la durée du cursus, et c'est la multiplication des expériences qui est déterminante. Elle est en lien avec la question de l'estime de soi, qui est un problème que l'on rencontre souvent chez les élèves en France. L'éducation physique peut contribuer à sa manière à la construction de cette identité, en proposant effectivement différentes expériences culturelles au travers des différentes activités sportives, mais aussi en proposant différents registres de sensations. Elle permet à l'élève d'affirmer ses goûts pour la pratique sportive. Un autre moyen pour lutter contre le mal-être chez les adolescents à l'école, c'est sans doute de favoriser le travail de groupe, d'habituer les élèves à travailler en groupe. Jean Pierret, en 2000, dans un petit ouvrage qui s'appelle Le groupe, propose différentes manières de faire travailler les élèves en groupe. De manière plus générale, et tenter de lutter contre le mal-être des adolescents à l'école, c'est réfléchir à la notion de climat de classe. Ici, je vous présente deux photos, une classe traditionnelle où les élèves sont tournés vers l'enseignant et une deuxième organisation où les élèves sont face à face, travaillent par groupe, où l'enseignant n'est pas forcément au tableau, passe entre les tables. Il est fort à parier que le climat de classe, la nature des relations entre les élèves est radicalement différente dans ces deux organisations. Pour conclure, je dirais que l'accès à ces deux finalités de citoyenneté et de santé passe bien évidemment par l'acquisition de contenu, mais passe aussi surtout par la manière de transmettre ces contenus. L'objectif pour vous dans ce CM, c'est bien évidemment de construire une carte conceptuelle qui va vous servir pour analyser des exemples qu'on va vous donner. Si vous rencontrez des difficultés de compréhension, n'hésitez pas à poser des questions dans le forum. Je prendrai en compte ces questions pour y répondre dans le CM de mardi prochain. Je vous remercie, à bientôt.